Bonjour Elsa, bonjour à tous. Mon premier billet, en 2023, plaçait ce cycle de chroniques sous le thème « Les Juifs et la modernité », en soulignant que la modernité ne cesse depuis le XVIIIe siècle de faire évoluer les sociétés et les mentalités juives. Par les mutations qu'elle implique, la modernité fascine, et le Petit Palais de Paris lui consacre jusqu'au 14 avril 2024 une remarquable exposition intitulée « Le Paris de la modernité, 1905-1925 », qui illustre avec un jeu de mots la vigueur de la vie intellectuelle, culturelle et artistique parisienne de la Belle Époque aux années folles, malgré le cataclysme de la Première Guerre mondiale. L'exposition est divisée en 11 sections, selon une division thématico-chronologique qui mêle adroitement chronologie et thème. Elle comprend peinture, dessins, journaux, vêtements, bijoux, chapeaux, photos, livres, meubles, papier peint, sculptures, maquettes, extraits sonores et vidéos, mais aussi une bicyclette, une automobile et même un avion monoplan prêté par le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Cette diversité illustre le foisonnement des recherches esthétiques d'une époque qui voit la naissance de multiples mouvements. Le fauvisme, qui libère la couleur et sa force expressive au détriment du trait de dessin. Le cubisme, qui rejette la perspective élaborée par l'art de la Renaissance et décompose le sujet en figures géométriques. Le futurisme, qui fait l'éloge de la vitesse et représente les trépidations de la vie urbaine et le dynamisme de la machine. Le rayonisme, qui annonce à coups de rayons de couleur lumière la peinture abstraite non figurative. Le dadaïsme, qui conteste les fondements de la civilisation occidentale par l'humour, le scandale, la dérision et la subversion. L'art déco, enfin, qui marque un retour à la rigueur classique et joue sur la symétrie, la composition monumentale et la géométrisation cubiste dans un espace simplifié. Comment expliquer que cette créativité explose dans le Paris de 1905 ? En 1905, la République, qui vient de faire triompher la justice et le primat de l'individu à l'issue de l'affaire Dreyfus, impose la loi de séparation des églises et de l'État, qui scelle la fin de l'autorité religieuse dans la sphère publique. C'est la consécration de la figure de l'homme moderne, qui accède à la connaissance par le biais de la raison. L'homme est capable de s'autogouverner, il peut affirmer son soi. Paris, aux yeux des étrangers, que sont Picasso, Zadkine, Pasquin, Larionov, Fujita, Man Ray, Mondrian, Severini, Goncharova, Modigliani, Hannah Orloff, Nijinsky, Joséphine Baker, est un refuge et un phare. Chagall écrira « Le soleil de l'art ne brillait alors qu'à Paris, et il me semblait et il me semble jusqu'à présent qu'il n'y a pas de plus grande révolution de l'œil que celle que j'ai rencontrée à mon arrivée à Paris. Le foisonnement des idées coïncide avec le boom des innovations technologiques et la révolution des transports. La bicyclette est désormais omniprésente. La voiture se démocratise. Le rayonnement du train est à son apogée. On perce la ligne de métro entre Montparnasse et Montmartre, future ligne 12, qui relie deux quartiers artistes et bohèmes. Les prodiges de l'aviation naissante permettent de réaliser enfin le rêve d'Icare. Le cinéma, inventé un peu plus tôt en 1895, se répand dans la vie quotidienne. Et les autorités conscientes de son pouvoir de propagande enregistrent des images du front qui font de la Première Guerre mondiale le premier conflit filmé. Bientôt, la radio rythme la vie des foyers et la première station radio Tour Eiffel émet à partir de 1922. L'art traduit l'accélération, le raccourcissement et la fragmentation du temps, ainsi que l'homogénéisation des modes de vie, qu'induit la technologie, la standardisation des processus de fabrication et la publicité. Le couturier Paul Poiret libère les femmes du corset. Les tissus fluides assurent la liberté des mouvements, les robes se raccourcissent. Après l'investissement massif des femmes à l'usine et au champ pendant la Grande Guerre, en remplacement des hommes envoyés au front, se diffuse la coiffure à la garçonne, sa frange et ses cheveux courts que popularise Joséphine Baker. La guerre marque une césure. La société est traumatisée par les millions de morts et de blessés. La conclusion de la paix provoque le retour de l'académisme incarné par l'esthétique des monuments aux morts qui parsèment les paysages français. Dans le même temps, une frénésie de fête anime la société urbaine. De 1905 à 1925, à Paris, tout va plus vite, plus haut, plus fort. La richesse et la diversité des 400 objets que présente l'exposition illustrent la place centrale de Paris dans la vie intellectuelle et artistique mondiale tout au long de la période. Les dernières salles sont consacrées à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, qui marque l'apogée de la ville, encore quelques années, et la crise des années 1930, que dissimule à peine l'exposition coloniale de 1931 vantant pour la dernière fois
la plus grande France, puis la Seconde Guerre mondiale, la défaite et l'occupation provoqueront la substitution de Paris par New York comme capitale des arts. Après le siècle des belles-lettres et le siècle de la science, il semble en vérité que nous venons d'entrer dans le siècle du vertige. Quand il écrit cette phrase en 1907, Henri de Jouvenel n'imagine pas encore les bouleversements économiques, géopolitiques et sociaux qu'engendrera le XXe siècle. Pour tenter de saisir les changements intervenus et d'imaginer les révolutions qui nous attendent, courez avant le 14 avril au Petit Palais, voir cette exposition capitale, le Paris de la modernité.